bonjour à tous et à toutes qui êtes en ligne. Donc moi, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Magali Léo, qui est responsable de Moi Patient et coordinatrice d'action patient. Donc Moi Patient, c'est la première plateforme participative et citoyenne pour faire avancer le traitement dans les pathologies rénales. Et donc je pense que le mieux, c'est de laisser Magali se présenter toute seule sur les différentes choses qu'elle a pu faire et actuellement ce qu'elle fait. Et elle a préparé une présentation pour nous expliquer ce que c'est Moi Patient et quelle est les actions de Moi Patient. Donc le mieux, je pense, c'est de faire 20 minutes de présentation, si tu en es d'accord. Et puis, on vous laissera 10 minutes si vous avez des questions à poser sur la présentation à laquelle vous allez assister. Voilà. Merci Valérie, bonjour à toutes et tous, ravie et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir expliquer en effet ce qu'est Moi Patient à votre public. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Magali Léo, je suis donc responsable de Moi Patient en effet et je coordonne un collectif d'associations, un collectif qui réunit 20 associations de patients organisées autour de la défense des valeurs du soin et de la qualité de la prise en charge en ville, à l'hôpital et à domicile. Donc, ce sont deux missions un peu distinctes. Et donc là, je m'exprime au titre de Moi Patient pour vous présenter ce qu'est Moi Patient, ce que sont les services que nous proposons et comment nous avons évolué ces dernières années. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Moi Patient, se sont déjà renseignés, ont déjà visité notre site internet qui est en cours de refonte parce qu'il n'est pas très attractif et surtout il ne rend pas hommage à l'ensemble des services que nous proposons aujourd'hui. Donc je vous invite à le consulter, mais voilà, il n'est pas complètement complet. Je vais partager mon écran. Donc, en principe, on a fait le test. Ça ne devrait pas poser de problème. Est-ce que vous le voyez? Alors non, vous ne le voyez pas. Alors, ça fonctionnait tout à l'heure. Bien sûr, ça ne fonctionne plus. Hop, voilà. Comme ça. C'est bon. C'est bon? Super. Ouais. Donc, je vais me remettre en pleine... Voilà, là, vous voyez en plein écran en principe. Donc, Moi Patient, c'est en effet une plateforme de services qui vise à valoriser l'expérience des patients en transformant la recherche. Moi Patient, c'est une plateforme qui a été créée par Renalou. Donc Renalou, c'est une association que certains connaissent peut-être, qui est engagée sur la défense des droits des patients concernés par une maladie rénale. Et il y a quelques années, Renalou a eu cette idée de proposer une plateforme de recherche pour développer la recherche guidée par les patients, donc fondée sur les données issues de l'expérience des patients. On a bénéficié du soutien des pouvoirs publics pour le développement de cette plateforme, et en particulier de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui a investi dans le cadre d'une convention pluriannuelle et qui nous a permis, nous, de développer donc, un dispositif sécurisé de recueil de données de santé potentiellement sensibles, comme vous le savez. Donc, bien sûr, RGPD compatible, avec un respect de l'ensemble des droits des personnes qui participent à nos études. Et c'est une plateforme qui a réellement été créée par et pour les patients. Toutes les études que nous réalisons via Moi Patient, que nous accompagnons avec l'équipe de Moi Patient, sont menées en partenariat, en collaboration, plus qu'étroite, mais avec des associations de patients. Notre actionnaire unique est Renalou pour le moment, donc la Voix des malades du Rhin. Notre structure, c'est une SAS, on est une société, voilà, dont l'actionnaire pour le moment exclusif est Renalou. C'est probablement quelque chose d'évolutif puisqu'on souhaite ouvrir la gouvernance à d'autres partenaires associatifs. En tout état de cause, seules des associations de patients pourront intégrer le conseil d'administration de Moi Patient. C'est une valeur très très forte chez nous. Donc le concept, c'est qu'on a développé deux outils. Donc un qui est encore work in progress et dont je vais peu parler ce matin. Donc l'outil principal, c'est Medata. Medata, c'est l'espace à partir duquel on accompagne les projets de recherche. Des projets de recherche fondés sur les données d'expérience des patients, mais aussi des soignants, puisque beaucoup de nos études prévoient un miroir soignant qui nous permet de confronter certaines perceptions. C'est particulièrement intéressant. On a donc cet outil, notre plateforme de recueil sécurisée pour collecter, analyser des données expérientielles dans le cadre d'études protocolisées. Donc chaque étude
quantitative notamment, évidemment, est protocolisé, un protocole qui est ensuite soumis à un comité scientifique d'intérêt des patients dont je vous dirai un petit mot. Mes soins, qui est donc le deuxième module que nous souhaitons développer, c'est en cours de développement parce que c'est très sensible. C'est un outil qu'on a développé pour aider les patients à mieux s'orienter dans le système de santé en ayant accès à des évaluations. Donc, évaluation des structures de soins, avec une forme de data visualisation des évaluations qui existent déjà, notamment du côté de la HAS, mais aussi et surtout une évaluation du côté des patients eux-mêmes. On aurait aimé, je parle au conditionnel parce que, encore une fois, le dossier est en cours, mais voilà, développer ces échelles d'évaluation par les patients eux-mêmes de leur structure de soins. Donc ça, c'est en cours. On a commencé avec une phase pilote avec des centres de dialyse volontaires qui nous a apporté pas mal d'enseignements. Donc tout ça, on est en train d'ajuster et d'adapter l'outil. C'est un sujet sensible, comme vous le savez, puisque quand on parle d'évaluation, et qui plus est quand on parle d'évaluation du point de vue des patients, ça peut effectivement générer certaines craintes et voire certaines résistances. Donc là, plutôt ce matin, voilà, je vais vous parler de mes datas et de la recherche guidée par les patients. Alors nos valeurs, on repose sur 4 piliers fondamentaux. Une gouvernance associative, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, la société est administrée par Renalou, probablement à terme par plusieurs associations de patients, et notamment avec des associations de patients avec lesquelles nous avons déjà travaillé. Autre valeur fondamentale, c'est la co-construction. C'est-à-dire que tous nos projets d'études sont co-construits avec les patients et les associations qui les représentent. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un projet d'études quantitatives ou même qualitatives, tout est conçu avec les associations de patients. Le questionnaire ou la grille d'entretien, le protocole qui est ensuite soumis au comité scientifique d'intérêt des patients. Et ça, c'est extrêmement important parce que ces approches très patient-centrées nous permettent d'éclairer certains angles morts de la recherche. Et il y en a un certain nombre. Il y a des pathologies où il y a très peu de recherche, où il y a très peu de publications. Il y en a d'autres où il y a beaucoup de publications, mais où parfois les angles ne sont pas des angles patient-centrés. Et donc, il y a des besoins d'éclairer les connaissances à partir du savoir des patients. L'intérêt des patients, je vous le disais, il est garanti par le visa du Conseil scientifique d'intérêt des patients, le CSIP, qu'on appelle chez nous le CSIP, qui est un conseil qui est constitué de 2 collèges. Il y a un collège de représentants de patients et puis un collège plutôt d'experts, de professionnels, qui ça peut être des professionnels de la médico-économie, de l'éthique, ou d'expérience de la recherche. On peut travailler aussi avec des méthodologistes. En tout cas, ce conseil scientifique, lui, il est saisi à chaque fois qu'on a un protocole à soumettre, un questionnaire à soumettre, enfin du matériel d'études à soumettre. Le comité, le CSIP est saisi et a 15 jours pour donner un avis et poser des questions ou émettre des réserves sur la méthodologie que nous proposons. La protection des données, bien sûr, c'est la base. Nous travaillons sur une plateforme qui nous permet de respecter en tout point les droits des patients, l'exercice de leur voie de recours sur les données qu'ils nous confient. Donc c'est très important d'être un acteur de confiance pour les personnes qui participent à nos études, bien sûr. La sécurisation, la protection des données, donc je vous le dis, on a effectivement notre outil sécurisé. On dépose également des déclarations de conformité CNIL, donc MR 004. Nous ne faisons que des études observationnelles, donc c'est pas de la recherche clinique que nous faisons, donc il n'y a pas de recherche, nous n'avons jamais eu à saisir un CPP voilà, dans le cadre de nos études, ce n'est pas l'objet. On travaille effectivement avec un hébergeur agréé de données de santé qui est en France, et on a un parcours utilisateur qui est bien défini, qui est rodé, qui est évolutif, hein, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à améliorer le parcours pour qu'il n'y ait pas d'effets repoussoirs liés à des complexités. Voilà, il faut que ce soit fluide, il faut que les questionnaires fassent envie, et il faut que les personnes se retrouvent aussi dans les questionnaires. Donc, très souvent, on a des questionnaires complexes, c'est-à-dire que quand on fait une étude avec des associations de patients, il y a beaucoup de choses qui reviennent, on a envie d'enquêter sur beaucoup de sujets. Donc, il se peut qu'il y ait des questionnaires complexes avec beaucoup de chiffres, beaucoup de conditions. Donc, c'est un vrai travail d'encodage aussi des questionnaires sur la plateforme, parce qu'on a des questionnaires parfois avec 50 ou 100 questions.
qui sont pas toutes posées aux patients parce que ça dépend de leur situation. Donc il y a des filtres, mais c'est un vrai travail qui occupe une chargée de com qu'on a chez nous. Donc au sujet de notre équipe, la plateforme est présidée par Laurent Di Meglio. Donc Laurent Di Meglio, il est administrateur de Rénalou. Et il est lui-même concerné par la maladie rénale et donc il préside Moi Patient. Moi, je suis responsable de Moi Patient. On travaille avec Daniela Horace Castro, qui est elle-même responsable scientifique. Donc le rôle de Daniela est très important au sein de Moi Patient parce que Daniela, elle supervise la conduite méthodologique et scientifique de toutes nos études. Et Daniela nous accompagne et accompagne tous les promoteurs des études que nous accompagnons sur la valorisation scientifique. C'est capital. Elle sera là, elle vous le dira mieux que moi, mais il est absolument crucial d'accompagner cette recherche jusqu'à la publication scientifique pour créditer, pour donner du crédit, bien sûr, à l'ensemble de cette recherche guidée par les patients, parce que sans données publiées, en fait, ces données, elles n'existent pas. Elles peuvent exister dans le débat public, elles peuvent outiller des associations de patients pour améliorer et étayer leur plaidoyer. Mais si on veut avoir une reconnaissance de la part des agences publiques, de la part des professionnels de santé eux-mêmes, il nous faut passer par la publication. Et ça, c'est un vrai travail. Il faut maîtriser les codes de la recherche, connaître les pratiques des revues scientifiques. Et donc, Daniela nous aide à cela. Camille Toulet, qui est chargée de com. Donc Camille, je vous l'ai dit, elle s'occupe de l'implémentation des questionnaires sur la plateforme, mais pas seulement de cela. Camille, elle accompagne également les associations qui sont promoteurs de projets dans toute la com, puisque l'un des objectifs, c'est effectivement qu'on ait un maximum, en tout cas qu'on atteigne le niveau minimal de répondants pour prétendre à une validité statistique et scientifique de nos données. Donc Camille, elle produit des kits de communication qui permettent de mobiliser les communautés associatives pour qu'il y ait un maximum de répondants à nos questionnaires. Et puis Manuela qui nous assiste au plan administratif et financier. Alors nos garanties éthiques, je n'y reviens pas, on a effectivement une garantie éthique qui est incarnée par le CSIP, qui vient donc avec nos deux collèges qui vérifie, en fait, le rôle du CSIP, c'est de vérifier que nos études répondent bien à l'intérêt des patients. Donc ça, c'est très important. Dans la pratique, le CSIP veille aussi à la minimisation des données, c'est-à-dire que parfois la tentation est grande pour des associations de patients qui sont promoteurs de projets de saisir l'occasion d'une étude ou d'un questionnaire pour poser plein de questions. Et des questions qui peuvent parfois s'éloigner de la finalité de la recherche initiale. Donc le CSIP est très vigilant par rapport à ça. On a été plusieurs fois recadré, et c'est très bien, pour ne pas poser de questions qui ne répondent pas directement à l'objectif de l'étude. Donc principe de minimisation des données. Les chiffres clés de Moi Patient, on a une communauté puisqu'il est possible pour les personnes qui participent à nos études de s'inscrire, d'adhérer à la communauté Moi Patient. C'est une option, il n'y a pas d'obligation. Donc les personnes peuvent participer à une étude sans être membres de la communauté, mais si elles participent à une étude, elles sont invitées à rejoindre la communauté Moi Patient. On a aujourd'hui plus de 4000 patients qui sont membres de la communauté Moi Patient qui, par là même, reçoivent des informations sur Moi Patient, sur les études en cours. C'est une communauté qui est informée en priorité sur les études que nous menons. On a travaillé avec quelques 35 associations de patients dans différentes pathologies, puisqu'on travaille sur toutes les pathologies, pas uniquement sur l'insuffisance rénale. On a travaillé sur les maladies hémorragiques, sur la migraine, la maladie de Verneuil. On a travaillé avec les associations de lutte contre le VIH, beaucoup d'associations de lutte contre le VIH. Une diversité d'aires thérapeutiques avec différents angles d'enquête, mais toujours le trait commun à ces études, c'est qu'elles portent très souvent sur des notions de qualité de vie, d'expérience de vie avec la maladie, avec les traitements, les impacts de la maladie sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, comment on vit avec les traitements, comment on gère les effets secondaires des traitements. Comment on vieillit avec la maladie. On a fait une grande étude sur vieillir avec le VIH qui permet effectivement de développer une recherche sur des thèmes qui sont peu explorés ou qui l'ont été à un moment donné, mais qui ont été abandonnés et donc avec des publications qui datent et on a besoin de réactualiser de la connaissance. On a accompagné à peu près 15 études aujourd'hui et près d'un quart de notre chiffre d'affaires est redistribué aux associations de patients. C'est-à-dire que les associations de patients qui travaillent sur des projets accompagnés par Moi Patient
sont rétribuées pour ça parce qu'effectivement, elles mobilisent leur communauté, elles travaillent à la co-construction. Donc, il est capital de valoriser cet engagement. Voilà, alors ce qu'on propose sur Moi Patient, et je vous disais au préalable que notre site internet ne permet pas de présenter l'ensemble des services que nous proposons, donc c'est en cours, on va y remédier cette année. On propose des méthodologies mixtes, en fait. Donc, on peut faire des études qualitatives, c'est assez récent, on le fait depuis peu de temps. On le fait notamment avec le soutien de Daniela, qui donc apporte aussi ce savoir-faire d'études qualitatives. Donc, bon, vous savez ce que sont les études qualitatives. Ce sont soit des questionnaires semi-dirigés auprès de personnes qui ont été recrutées selon des critères qui ont été définis à l'avance, soit des focus group. Donc, on fait les deux. Donc, on propose des études qualitatives avec, l'idée, c'est de comprendre les ressentis, les parcours, les expériences, les attentes des patients et des soignants. La plupart des études qualitatives que nous avons accompagnées prévoient toujours un volet soignant. La méthode, donc je vous l'ai dit, entretien, focus group, l'idée c'est vraiment de recueillir des récits d'expériences détaillés, contextuels, et puis l'intérêt c'est de saisir, d'appréhender les aspects complexes du vécu des patients qui sont difficiles par ailleurs à mesurer au plan quantitatif. Il y a des méthodologies au sein même de ces méthodologies, avec par exemple des grilles biographiques qui permettent de conduire des entretiens, qui permettent de retracer aussi des parcours biographiques qui peuvent être très très complexes et très chaotiques quand on parle de parcours de soins. On mène, bien sûr, et ça c'est notre savoir-faire historique, des études quantitatives. Donc là, souvent, il s'agit d'évaluer l'impact de la maladie, des traitements sur la qualité de vie, le poids des inégalités d'accès aux soins, la pertinence des soins du point de vue des patients. Et donc là, on va sur la co-construction de questionnaires. Ça prend du temps de co-construire des questionnaires spécifiques qui peuvent s'apparenter à des PROMS ou des PROMS, diffuser un large échantillon de patients pour collecter des données stats. L'intérêt, c'est d'avoir des données robustes. Donc, il faut atteindre un seuil minimal de répondants pour cela. On est accompagné par des méthodologistes qui nous aident à définir justement les prérequis méthodologiques. Donc, toujours, on a beaucoup travaillé avec SEMCA, peut-être que vous connaissez, qui est un bureau d'études spécialisé. On n'a pas de contrat d'exclusivité avec SEMCA, mais nos premières études ont été faites avec SEMCA. Là, on travaille avec un réseau de chercheurs également. Et les experts en sciences humaines et sociales ou méthodologistes sont présents et participent aux travaux de co-construction dès les phases amont, pour pas qu'on se plante, pour que le questionnaire il parte dans la bonne direction dès le début et qu'on tienne compte des prudences et des précautions des méthodologistes qui peuvent très bien, à un moment donné, dire cette question, elle est pertinente, mais elle n'est pas rédigée de manière à être exploitable au plan scientifique. Donc, très souvent, on est obligé, les méthodologistes, de remettre dans l'axe. Et troisième méthodologie, c'est l'évaluation capitalisation. Donc ça, c'est récent, on commence à le faire. On est en cours d'ailleurs d'études autour de cette méthodologie d'évaluation capitalisation. L'objectif, c'est de mesurer les résultats d'un programme d'action. Ça peut être des actions menées par des associations, par des partenaires institutionnels, industriels, visant à améliorer la qualité de la prise en charge, la qualité des soins, l'accompagnement des patients, leurs proches. Et l'idée, c'est de savoir si le programme a atteint ses objectifs. Typiquement, ça peut être une agence régionale de santé qui aura besoin de faire évaluer un volet de son projet régional de santé du point de vue des patients, parce que bien sûr qu'il y a des évaluations prévues, les ARS prévoient toujours un volet évaluation dans tous les programmes, mais souvent ce sont des programmes d'évaluation un peu à plat. C'est pas péjoratif, mais c'est combien de brochures, combien de clics, Et donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une évaluation du point de vue du patient. Est-ce que le programme a été utile, a été pertinent? Est-ce qu'il doit être amélioré? Pourquoi il n'a pas atteint ses objectifs? Pourquoi il n'a pas atteint sa cible? Vraiment de faire un travail d'évaluation complet avec l'objectif de capitaliser, donc identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour l'atteinte des objectifs. Donc la méthode, dans ce cas-là, c'est de réaliser des bilans d'action, de processus en lien avec les acteurs, étudier la réception, l'adhésion, les changements de pratique des publics cibles. Est-ce qu'effectivement ça a eu un impact en vie réelle? Et puis les difficultés qui ont pu être rencontrées au cours de ce processus. L'intérêt, c'est d'éclairer les acteurs sur les approches et choix garants du succès des programmes d'action. Il peut y avoir un très bon programme d'action extrêmement bien pensé, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il n'a juste pas atteint sa cible. Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc l'idée, c'est vraiment de se redire les objectifs et de mesurer les résultats du programme au regard de ces objectifs.
Je vous l'ai dit, on a récemment, c'est récent, on ne l'a pas fait depuis le début et c'est une erreur. On ne l'avait pas particulièrement anticipé dès le début, mais on est en train de reprendre cet aspect-là, la valorisation possible des études au plan scientifique. C'est très important. Nos études ont toujours été valorisées, c'est-à-dire que les résultats des études donnent lieu à des communications grand public. Il peut même y avoir des événements, des webinaires, des événements pour restituer les résultats des études auxquels on peut associer des partenaires industriels, hospitaliers, institutionnels. Donc il peut y avoir des événements autour de l'apparition des résultats. Mais nous, on veut aller plus loin, effectivement, en allant jusqu'à la valorisation scientifique. Donc c'est récent et c'est vraiment en cours. On est vraiment en train de développer cette activité-là, une activité qui prend du temps, qui est aussi un peu coûteuse. Qui nécessite parfois de retravailler un peu les données et on est en train de et dorénavant toutes les études que nous accompagnons, nous prévoyons un budget pour accompagner la valorisation scientifique. Voilà, je vous donne quelques exemples de réalisation. On a travaillé avec plusieurs associations, Rénalou, France Greffe, Cœur et aux poumons, Transepad. Oui. Juste, tu m'entends, vu qu'on est un petit peu en retard, peut-être tu choisis un exemple. J'ai fini, je choisis un exemple. Il n'y a pas de temps. C'est juste pour vous expliquer qu'on a mené en effet des études avec plusieurs assos, dans le cadre de projets interassociatifs. Ce projet Vivre avec les médicaments anti-rejet a été soutenu par l'ANSM et la CNAM, donc on en est très fiers. On est en train de prévoir la valorisation scientifique de ces résultats. Voilà, là vous verrez, vous aurez je crois le PowerPoint, en tout cas je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il vous soit transmis après, quelques exemples de posters que nous avons fait récemment pour illustrer nos méthodologies. Voilà, donc les slides suivantes, je pense, vous pourrez les regarder, mais peut-être nous aideront pourront être support aux questions, aux réponses aux questions que vous aurez peut-être à poser, l'idée étant d'expliquer pourquoi il est intéressant de collaborer avec les patients selon qu'on est une association de patients, un industriel ou un acteur académique. Il y a de l'intérêt à travailler avec Moi Patient parce que l'une de nos compétences au regard de l'expérience que nous avons au sein de l'équipe, c'est cette immense proximité que nous avons avec les associations de patients. Et donc, on peut aussi travailler avec des acteurs de la recherche pour justement aider à la mise en relation avec les associations de patients et travailler en partenariat avec des associations de patients au service de projets de recherche académiques, par exemple. Voilà, je m'arrête là. J'ai un petit peu débordé, pardon. Et donc, à votre disposition pour répondre à vos questions. Est-ce qu'on a des questions qui sont remontées ? Je vais arrêter le partage d'écran, peut-être comme ça on se verra, ça sera mieux. Ouais. On n'a pas encore de questions dans le chat, mais n'hésitez pas en tout cas à les poser. Elle est posée en live. C'est tellement clair que personne n'a de questions. Je ne sais pas, j'espère. Alors, est-ce que peut-être je peux en poser une, Valérie, tu me permets ? Oui, vas-y. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Moi Patient? Est-ce que c'est une découverte pour vous? Est-ce que c'est un objet non identifié encore pour vous? Ou est-ce que vous en aviez entendu parler? Qui veut répondre? Non, j'ai l'impression que c'est une découverte. Ok. Ok. Alors, ce qui n'est pas complètement étonnant parce que on a peu communiqué en fait aujourd'hui. On a beaucoup travaillé donc avec des partenaires associatifs. Alors je vous dis des partenaires associatifs, mais on a aussi bien sûr d'autres acteurs qui se rapprochent de nous. On a notamment des industriels qui peuvent parce qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a une évaluation qui va venir à l'HAS, parce qu'il y a une négociation qui se prépare au CEPS, ou parce qu'il y a une molécule en développement. Il peut y avoir un intérêt pour un industriel à ce moment précis de produire des données de qualité de vie, par exemple. Et donc là, on a travaillé avec beaucoup d'industriels qui se sont rapprochés de nous pour savoir comment les accompagner sur la production de connaissances issues de l'expérience des patients. Dans ce cas-là, de la même façon, on retombe sur nos pattes puisque, en tout état de cause, nous travaillons avec des associations de patients. Donc là, on va rechercher des associations de patients qui sont concernées et c'est avec ces associations de patients que nous construisons le matériel d'étude. Et là, le labo, dans ce cas de figure, intervient en tant que financeur, mais ne participe pas à la co-construction du matériel d'étude. J'ai vu passer une question.
Je la vois plus. Oui, alors on a Christelle Oliveri qui demandait si êtes-vous sollicité par des établissements de santé pour mener des études? Alors, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. C'est notre souhait, c'est-à-dire qu'on souhaite de plus en plus travailler avec des établissements de santé. On est en lien avec un certain nombre d'entre eux. On a récemment déposé un appel à projet à l'INCa avec un CHU et l'association ELI pour aller vers la production d'un PROMS sur les séquelles du lymphome. Donc c'est vraiment un travail qu'on aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup décrocher cet appel à projet et c'est un travail qu'on aimerait, que nous serions très fiers de mener avec le CHU et ELI. Donc c'est effectivement un axe de développement très important pour nous et donc ça tombe très bien que vous me posiez la question parce que effectivement on aimerait beaucoup travailler avec des établissements. Je vous parle aussi d'une étude, Valérie la connaît, on en a déjà parlé, une étude qui est un projet pour le moment autour des patients partenaires. Vous connaissez des patients partenaires dans les établissements de santé, il y en a un certain nombre, parfois même qui sont recrutés au sein des établissements. Et on a un projet et on aimerait bien le mener avec plusieurs établissements de santé. Pour justement essayer de comprendre ce en quoi l'action des patients partenaires est utile, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, et il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi. Et donc, c'est de faire un bilan un peu autour de l'activité des patients partenaires, pères aidants, patients experts. Voilà. On en a discuté pour tout le monde avec Magali, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de statuts de patients qui existent, notamment en France, et on ne sait plus trop qui fait quoi, qui sert à quoi et tout. Et on trouvait que c'était une étude intéressante à mener avec plusieurs établissements, effectivement, pour essayer de clarifier le paysage, parce que c'est pas toujours simple. Faut-il les payer? Faut-il ne pas les payer, hein? On a abordé le sujet au colloque SPX à Barcelone sur la rémunération des patients et leur statut, mais je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant que Magali est en train d'ouvrir, donc voilà. Après, bien sûr, avec les établissements, ce qui peut être très intéressant, c'est ce qui est en lien avec l'appel à projet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aller vers la production de PROMS ou tester des PROMS. On est aussi en train de travailler avec une filière autour de l'endométriose, justement pour réfléchir soit à tester le PROMS qui existe aujourd'hui et qui est utilisé dans le cadre de l'endométriose, soit d'aller vers peut-être la production d'un nouveau PROMS. Donc ça, c'est sans doute quelque chose qui peut intéresser des établissements avec l'objectif étant d'améliorer la qualité de la pratique professionnelle pour répondre vraiment à l'objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Et ça peut être sur des sujets de niche, des sujets très très précis, très pointus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, parce qu'on va arriver au bout de notre alors, on a un certain nombre de commentaires qui. Oui, je vois les commentaires. Voilà, en gros, qui est pour résumer, qui pour la plupart des participants, c'est une découverte de moi patient. Dernière question avant que ça raccroche. J'ai vu est-ce que vous rencontrez des résistances avec les professionnels de santé, c'est ça? Alors sur les projets d'études, non. Non, c'est même le contraire. C'est-à-dire que les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la recherche guidée par les patients, ont besoin aussi de données issues de l'expérience des patients. C'est très complémentaire de la recherche clinique à laquelle ils sont habitués. Donc non, je dirais au contraire, c'est un projet c'est un concept et ce sont des méthodologies qui sont plutôt regardées avec beaucoup d'intérêt par les professionnels de santé. Je serais plus mitigée sur mes soins, dont je vous ai parlé un peu au début, l'évaluation des structures de soins elles-mêmes par les patients. Là, ça suscite plus de résistance, c'est à l'évidence. Mais la recherche guidée par les patients en soi commence à être de plus en plus reconnue. Et évidemment, plus nous publierons, plus cette reconnaissance sera affirmée. Donc, c'est très important. Ok, écoute, merci beaucoup Magali pour cette présentation très claire. Merci à tout le monde et puis une très belle journée à tout le monde et puis rendez-vous donc le 2 avril, c'est ça pour la prochaine session?